Madame la conseillère d'État, mesdames, messieurs, bienvenue à ce cycle de conférences du Master en Innovation. Peut-être que ça apparaît pas réellement aujourd'hui sur cette affiche, mais en fait, le Master en Innovation de l'Université de Neuchâtel, qui réunit la faculté de droit, de sciences économiques et de lettres et sciences humaines, a pour habitude d'organiser une fois par mois, normalement le lundi à midi, une conférence sur une thématique d'un enjeu de l'innovation, qu'on appelle un enjeu contemporain d'innovation. Aujourd'hui, nous sommes un vendredi, nous sommes hors cadre parce que les cours sont terminés et les examens ont pris fin hier, mais c'est un grand plaisir que finalement on a saisi l'opportunité en collaboration avec le LexTech Institute, qui est aussi une initiative de l'université interfacultaire, qui réunit cette fois aussi la faculté des sciences, notamment dans le domaine de l'informatique, qui s'associe à nous aujourd'hui pour cette conférence, dans le cadre de la journée plus générale du paradigme Bitcoin à Neuchâtel, organisée par le Cercle du Coin. Merci au Cercle du Coin de nous donner cette opportunité, quelque part, de créer des synergies entre nos différentes organisations. Et aussi merci au canton de soutenir cet événement par la présence de 2 conseillers d'État. Nous avons la chance d'avoir une conseillère d'État, mais en parallèle, une autre conférence a lieu en ce moment même, qui se veut un peu plus technique, destinée plutôt au cercle plus restreint des développeurs de crypto-monnaies, avec monsieur Maxime Olowski et Olga Ukolova, qui se déroule actuellement à côté et qui est aussi accompagné du conseiller d'État, monsieur Ribaud. Voilà, donc brièvement, le Cercle du Coin, pour ceux qui ne le connaissent pas, ou qui ne le connaissent pas, c'est la plus ancienne association de bitcoiners francophones, et aussi la plus large. Nous avions eu déjà la grande chance et l'honneur d'avoir une première conférence il y a 4 ans, où nous avions eu son président Adli, je pense qu'il il est là, il n'est pas à l'autre conférence, qui nous avait parlé à l'époque du rôle que pourrait jouer à l'époque le Bitcoin ou les crypto-monnaies dans le développement régional. Aujourd'hui, l'enjeu de cette conférence est d'aller, je pense, au-delà de simplement la valeur monétaire du Bitcoin. On se concentrera sur Bitcoin. Je laisserai Gilles nous expliquer pourquoi on se concentre particulièrement sur le Bitcoin. Pourquoi aussi? Parce que je pense que Neuchâtel est un écosystème qui se distingue peut-être d'autres écosystèmes, d'autres initiatives, notamment, je pense à la Crypto Valley ou autres, qui cherchent plutôt, je dirais, à mettre en valeur les usages des crypto-monnaies, des tokens, etc. Et je pense qu'autour de ces questions des usages qu'on peut faire du Bitcoin, il y a toute une série d'enjeux et de réflexions qu'on peut avoir avec le grand public, cette fois aussi, en tout particulièrement. Voilà. Avant d'introduire notre conférencier d'aujourd'hui, donc Gilles Cadignan, je cède la parole à Madame Graff. Mesdames, Messieurs les organisateurs, Mesdames, Messieurs les participants, Mesdames et Messieurs en vos titres et fonctions, en pleine révolution digitale, en pleine réflexion sur la stratégie à adopter face à ces nouveaux défis, je suis ravie de participer à cette journée qui pose finalement des questions de fond concernant l'arrivée de nouvelles technologies et la valeur qu'elles peuvent apporter à notre société. Introduire une conférence sur l'usage non monétaire de Bitcoin. Question pas facile. Je me suis beaucoup posé la question, qu'est-ce que j'allais bien pouvoir vous raconter en introduction de cette conférence? On imagine qu'on va parler probablement du protocole Bitcoin et donc de preuve et de confiance. Et là, je me suis dit que je pourrais vous parler de la fonction de hachage, pas celle du robot ménager, mais bien celle de calcul d'une empreinte numérique. Mais rassurez-vous, j'ai abandonné cette idée. Je laisserai les spécialistes le faire le cas échéant. En tant que chef du département de la formation, de la digitalisation et des sports, je ne peux m'empêcher de vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, et c'est celui de l'éducation numérique.
En effet, les enjeux de l'évolution numérique n'échappent pas à l'école et en 2019, le Grand Conseil a accepté l'octroi d'un crédit d'engagement de plus de 24 millions pour un programme d'éducation numérique pour les écoles obligatoires et post-obligatoires. Cela étant, dans la formation gymnasiale, depuis août dernier, le canton a introduit la science informatique. Au niveau de l'école obligatoire, c'est dès la rentrée d'août prochain que l'éducation numérique prendra sa place à l'horaire, composé de 3 axes, médias, sciences informatiques et usages. Ces 3 axes sont travaillés conjointement pour développer les compétences des élèves au service d'une culture et d'une citoyenneté numérique. Et je ne saurais oublier, bien sûr, pour clore le chapitre formation, le développement de filières universitaires qui s'intéressent à ces problématiques, notamment grâce au LexTech Institute et au Master en innovation de l'Université de Neuchâtel. Le Conseil d'État veut ainsi relever le défi majeur de la mutation numérique de la société en préparant chaque jeune neuchâtelois à se faire une place en tant qu'actrice et acteur social, culturel, civique et économique. Il poursuit ainsi son engagement à accompagner les transformations sociétales et économiques. Plus largement, le canton de Neuchâtel se positionne à la pointe de la recherche sur ces nouvelles technologies. Notre canton peut compter sur un écosystème riche et diversifié qui contribue déjà à la transition technologique et digitale que nous vivons. Ainsi, l'ancrage fort d'un pôle hautement spécialisé en technologie, une industrie microtechnique de pointe, un réseau de PME basé sur une culture industrielle et un positionnement au cœur de l'Europe donnent à notre canton toutes les cartes pour relever le défi numérique. Je félicite et remercie les organisateurs pour avoir mis sur pied cette journée. Une très belle occasion de rencontre sur une thématique qui nous occupera encore assurément à l'avenir. Et je vous souhaite une excellente conférence et vous remercie pour votre attention. Merci pour ces mots de bienvenue. Donc, passons maintenant aux conférenciers de cette salle d'aujourd'hui. Le conférencier d'aujourd'hui s'appelle Gilles Cadignan. Gilles Cadignan est ingénieur de formation. Il est un bitcoiner, je dirais, de la première heure et il s'intéresse, alors en surfant un petit peu sur Internet, on le trouve relativement facilement et on remarque quelques traits de similarité qui ressortent chez lui. Alors, Gilles, me semble-t-il, est quelqu'un qui s'intéresse aux aspects techniques et aux possibilités techniques que permet le Bitcoin, la crypto-monnaie, etc., etc. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui s'intéresse quelque part au moteur que peut être cette technique et pas nécessairement à la valeur financière que cette technique peut avoir. On en pourra en discuter, mais finalement, il se dit plutôt un bitcoiner technique plutôt qu'un bitcoiner économique, je crois. Il se dit aussi, puis ça, j'ai eu de la peine à vraiment comprendre, c'est maximaliste. Maximaliste, Gilles, les maximalistes, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, il y a beaucoup de maximalistes, j'ai un peu surfé, et puis il y a des maximalistes de Bitcoin, et je crois que Gilles se revendique maximaliste de Bitcoin. Alors, il nous en dira certainement plus. Moi, dans mes mots un peu, je dirais, vulgarisants, je dirais, Gilles prône le fait qu'il faut utiliser Bitcoin et ne pas réinventer la roue pour ensuite développer des dérivés, des applications, des use of case, comme je peux en bon français, pour aller de l'avant et se baser sur cette technologie aujourd'hui qui semble acquise, en tout cas qui est très robuste. Je pense qu'il nous vendra très bien son discours. Il est à la fois aussi conférencier, il donne des cours à l'université aussi de La Rochelle. Il a participé à aussi beaucoup de missions, notamment pour promouvoir dans le domaine de l'éducation,
en France, mais aussi en Afrique, différentes initiatives autour de l'éducation à la blockchain, aux crypto-monnaies. Donc, il a aussi cette casquette-là. Il est aussi entrepreneur, puisqu'il a fondé Wallet, qui propose aussi des offres qui permettent justement des usages particuliers de Bitcoin sur lesquels il reviendra. Donc c'est vraiment un honneur et un plaisir de t'accueillir, Gilles. Je te cède sans attendre. The floor is yours. Je te cède la parole. Et merci encore d'avoir accepté notre invitation. Alors, merci. Alors, je suis super content d'être là avec vous. Pour ce nouvel événement, j'espère qu'il y en aura d'autres après. Je me souviens quand j'étais au premier Surfing Bitcoin, et c'était, je crois qu'il y avait, il y a pas mal de personnes qui sont ici qui étaient à ce premier événement, et je l'ai vu un peu grandir, donc j'espère que ce sera la même chose avec le paradigme Bitcoin à Neuchâtel. Donc, alors, hop. Donc, je suis censé parler aujourd'hui des usages non monétaires de Bitcoin. Alors, il a été dit en introduction que l'aspect économique ou financier ne m'intéressait pas. Bon, c'est pas exactement vrai, hein. Ça m'intéresse comme tout le monde. Mais aujourd'hui, je vais parler surtout de Bitcoin, le protocole, en fait. Donc, il y a plusieurs sujets. Il y a Bitcoin avec le petit b, donc la monnaie, l'argent, et il y a Bitcoin avec le grand B, le protocole avec lequel on peut faire pas mal de choses. Donc, avant de commencer, je vais aussi vous dire que j'ai pas sur mes slides, j'ai pas mis d'images ou de textes ou de schémas compliqués. J'ai juste mis quelques images pour illustrer mon propos. Donc, ceux qui s'attendaient à avoir des schémas d'arbres de Merkel et tout ça, non, désolé. Et à la fin de mon intervention, qui va durer à peu près 40-45 minutes, je vous invite à poser des questions, parce que je vais aborder pas mal de sujets. Et donc, voilà. Après, vous pouvez les préparer. Dès que vous pensez à une question intéressante, vaut mieux des questions intéressantes, vous la notez, et puis on en aura plein à la fin. Donc, quand on entend parler des usages non monétaires de Bitcoin, on pense tout de suite au mot blockchain, en fait. Je ne sais pas si vous êtes coutumier de ce terme, parce qu'en fait, blockchain, ça veut un peu tout et rien dire. C'est un élément technique d'abord, mais c'est devenu aussi le nom d'une hype qui définit les usages justement qui sont en dehors des crypto-monnaies. Enfin moi, pendant longtemps, j'ai utilisé ce mot la blockchain un peu pour définir toutes les ensembles d'usages qui étaient pas crypto-monnaies quoi, ou spéculatifs. Et du coup, je vais commencer par un petit historique de ce terme. Alors, hop, voilà. Alors ça c'est, vous l'avez peut-être reconnu, c'était en 2015 et c'était Blythe, je sais pas comment on prononce son prénom, Blythe Masters. C'était l'été 2015. Donc Blythe Masters, qui est l'inventrice des crédits de défaut de swap, de triste mémoire, qui apparaissait à la couverture de Bloomberg Magazine, dans une robe avec des petits ornements, avec des choses qui ressemblent étrangement au logo Ethereum. Et le titre, c'était « It's all about the blockchain ». Et à ce moment-là, c'est vraiment le début de ce qu'on appelait la hype blockchain. Et le message, à l'époque, il était clair. C'était « il faut oublier Bitcoin ». L'important, c'est la fameuse technologie sous-jacente, la blockchain. Donc ça, en fait, cette couverture, c'est le Genesis block de la blockchain qu'on subit encore aujourd'hui. C'est beaucoup moins, mais encore beaucoup. Donc à l'époque, ni moi ni les autres participants de l'écosystème. Donc moi, je suis arrivé dans les crypto-monnaies, on était en 2013. Donc 2015, j'étais encore frais, mais j'ai pas du tout aimé la stratégie et le fameux blockchain not Bitcoin. Et en fait, personne n'était dupe. On savait que
notamment dans l'univers des capital markets, dans l'univers bancaire. Et ils considéraient Bitcoin, et pas encore les crypto-monnaies, même s'il y en avait déjà beaucoup à l'époque, comme une menace. Et je pense que c'est à tort, parce qu'ils peuvent l'utiliser comme un outil fantastique, mais ils le considèrent encore, je pense, comme une menace, et donc il fallait agir. Et du coup, ce qu'ils ont trouvé, enfin c'est une parmi les multiples attaques, c'est le fameux l'important c'est la blockchain, et on peut faire des choses fantastiques avec. Alors, dans cette mouvance est née encore une autre ignominie, c'est la fameuse technologie blockchain. On parle de la technologie blockchain. Bitcoin serait né de la technologie blockchain. En fait, bon, c'est pas le cas. On va y revenir. Et la technologie blockchain, c'est une logique qui veut, par exemple, que toutes les blockchains se valent. Qu'on peut accomplir ce qu'accomplit Bitcoin sans y associer la valeur d'un token. Et parmi les maximalistes dont je fais partie, on a très très peu d'estime pour des solutions blockchain qui n'ont pas pour base le protocole Bitcoin. Alors pour plusieurs raisons, donc pour nous, on exit les DLT, les ICO, les blockchains privées, ou même les NFT ou la DeFi sur Ethereum. On les requalifie souvent de scam. Bon, en fait, c'est clairement excessif. Disons que c'est un raccourci. Mais depuis 2012, on a eu une espèce d'explosion crypto-cambrienne d'une quantité de technologies différentes. Et on a 50 000 nuances de Bitcoin, en gros, qui sont arrivées, qui ont chacune tenté de nous faire croire qu'elles allaient être le nouveau Bitcoin, capable de faire bien mieux en rajoutant des fonctionnalités, du throughput, en plus de transactions par seconde. Mais au final, l'invention initiale était tellement forte que les innovations apportées, en fait, en comparaison, à mes yeux, paraissaient très faibles. Donc moi, au départ, en 2013, j'ai succombé moi-même aux sirènes des altcoins. Au départ, moi j'étais très intéressé par des forks de Bitcoin qui changeaient quelques paramètres. Certains connaîtront le Zetacoin, n'est-ce pas, Adli? Mais en fait, tout ça a changé. Et je m'excuse d'avance pour tous les aficionados d'Ethereum, Avalanche, XRP, Cardano. Mais je suis un vrai Bitcoin maximaliste depuis que j'ai découvert comment tout ça fonctionnait. Et en fait, il y a plusieurs types de maximalistes. Il y a les maximalistes économiques qui sont proches des écoles autrichiennes, qui pensent vraiment que les monnaies fiat sont cassées, qu'il faut un nouveau type de monnaie basé plus sur les écoles autrichiennes. Et moi, je fais partie de la famille des maximalistes techniques, dans le sens où mon profil d'ingénieur m'a permis de rentrer un peu dans les rouages du système et comprendre quelle était la machine Bitcoin. Et je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes entre Bitcoin et Internet. Comment ça a évolué. Donc, Donc ça, c'est un article que j'ai écrit il y a longtemps déjà, je crois qu'il date de 2018, où je faisais le parallèle entre la blockchain, avec les guillemets, et les autoroutes de l'information. Alors je sais pas, pour les plus vieux d'entre nous, moi j'avais à peu près 12-13 ans, et pourtant je suis vieux, donc c'est vraiment il y a longtemps. À l'époque, on avait les autoroutes de l'information, et on avait déjà une espèce de bataille de protocoles différents de communication entre les ordinateurs, et c'était les autoroutes de l'information, un terme générique qui désignait toute technologie qui pouvait permettre cette communication. Donc à l'époque, on avait plusieurs concurrents dans cette guerre de protocoles. Donc on avait CompuServe AOL qui avait pris le protocole Internet, mais l'avait privatisé pour faire des réseaux privés. On avait aussi X25 en France avec le Minitel, le fameux. Nous, on avait un Minitel à la maison.
à l'époque. Et tout cela était concurrent dans la fameuse guerre des autoroutes de l'information. X25, en fait, il me rappelle beaucoup Ethereum un peu, parce que il voulait faire plein de choses. Il a fonctionné même plusieurs années, mais il ne fonctionne plus. Pourquoi? Parce que au final, c'est Internet qui a gagné. Internet est devenu une sorte de protocole universel qui a un peu tout aplani, et il a simplement gagné. Donc, quand on essaie de comprendre pourquoi il a gagné, moi j'ai des réponses. Je pense que le fait qu'il soit un protocole ouvert, que tout le monde possédait, qui était possédé par personne, qui n'avait pas besoin de permission, n'importe qui pouvait se brancher au réseau Internet pour peu qu'il avait un peu le matériel et qu'il implémentait le protocole. Et il donnait la possibilité à n'importe quel acteur de tout type de s'en emparer pour faire ce qu'il voulait. Donc ça n'a pas empêché qu'on a eu des géants d'Internet qui s'accaparent un peu pas mal de l'infrastructure, mais à la base, n'importe qui pouvait le faire. Internet, c'est un protocole décentralisé qui n'a pas de CEO, qui n'a pas de quartiers généraux, qui n'a pas d'employés, qui n'a pas de maître. Et ça nous rappelle quand même un petit peu Bitcoin. Et parce que Bitcoin, contrairement aux autres, n'a pas tout ça. Si on prend n'importe quel concurrent sur les blockchains publiques ou même sur les protocoles de blockchain privés, il y a une entreprise derrière, il y a une gouvernance. Et Bitcoin s'est construit quand même de façon totalement indépendante. Donc, à la base, Bitcoin est monétaire. Il faut vraiment être clair là-dessus. Le titre du papier, c'était Peer-to-Peer Cash System. Donc, c'est une réinvention de l'argent. Mais avant d'être une réinvention de l'argent, c'est un protocole informatique. Et en étant très pragmatique, c'est ça que j'ai regardé quand j'ai voulu commencer à travailler dessus et développer des cas d'usage, notamment des cas d'usage non monétaires. Donc, il y a une autre ressemblance frappante entre Bitcoin et Internet qui réside dans le fait que ces deux technologies ont suscité beaucoup de craintes à leur début. C'est toujours le cas pour Bitcoin. Bitcoin fait toujours peur, plus en France qu'en Suisse, d'ailleurs, visiblement, de ce que j'ai pu voir. Mais il faut se souvenir qu'il y a 30 ans, on considérait Internet comme un réseau de hackers, de terroristes, de pédopornographes, de criminels en tout genre. Et la peur, elle est générique comme sur Bitcoin, parce que Internet c'était quelque chose de disruptif, qui changeait les lignes, qui bouleversait un peu l'ordre établi. Donc Bitcoin, je pense qu'il bouleverse encore plus l'ordre établi, donc c'est normal qu'il fasse encore plus peur. Donc encore une grosse similitude avec Internet dans ce qu'il a de disruptif et de dérangeant un peu dans tout ce qui peut changer dans nos sociétés. Donc on va revenir un peu sur le Bitcoin, notre blockchain. Alors, j'ai ça qui est pas mal, j'aime bien ce même. Donc si Bitcoin est Internet, quid des blockchains qui n'ont pas de tokens, qui sont dépourvus d'incentives économiques. Alors on parle beaucoup des DLT, DLT pour Decentralized Ledger Technologies, ou des blockchains privées tout simplement. Alors qu'est-ce que c'est ça? Ce serait des intranets? Oui, pourquoi pas? Même pas en fait pour moi, parce qu'un intranet, même si c'est bien moins puissant qu'Internet, ça a quand même une utilité opérationnelle. Et c'est pas vraiment le cas d'une blockchain privée. Mais bizarrement, c'est pourtant ça que chez les institutionnels, on a poussé pendant des années au nom de la fameuse technologie blockchain. Et notamment parmi les institutions publiques et aussi l'univers un peu financial markets et bancaire. Donc à la base, leur idée était la suivante. On peut réutiliser pas mal de choses introduites par Bitcoin en se passant du jeton Bitcoin et de la fonction monétaire.
Donc, typiquement, on va utiliser le fameux registre de transactions de Bitcoin, la blockchain, mais on va oublier tout le reste, en fait, les mineurs, le consensus de Nakamoto, le proof of work, etc. Donc, alors j'ai une anecdote l'année dernière encore, peut-être que certains d'entre vous l'ont vu, mais on a eu une interview un peu surréaliste entre CZ, le CEO de Binance, et notre secrétaire d'État en France au numérique, Cédrico. Et encore l'année dernière, Cédrico nous disait plus que les crypto-actifs, alors il voulait pas parler de crypto-monnaie, moi je crois surtout en la blockchain, donc au potentiel de la blockchain. Donc en fait, on n'a pas encore fini avec cette histoire de blockchain. C'est encore bien ancré, et notamment chez les institutions, et ça c'est dommage. Je pense que nos élites, en fait, elles sont beaucoup trop influencées par des cabinets de conseil. Hein. On va pas parler de McKinsey, mais qui sont pas de très bons conseils justement. Et moi, j'ai une autre anecdote avec ce même ministre, c'est qu'un jour je l'ai rencontré et il était en visite à Rennes pour visiter les startups de l'écosystème. Et donc, on a eu un échange de 30 secondes qu'on peut résumer par bonjour monsieur le ministre, bonjour, que faites-vous? Et là, je lui dis, nous utilisons Bitcoin pour démocratiser la sécurisation des données d'entreprise. Et là, le ministre, il s'arrête, il lève un sourcil et il m'a dit, Bitcoin? Vous voulez dire la blockchain? Et là, je dis non, monsieur le ministre, Bitcoin. Et là, un ange passe et la discussion est finie. Donc, il y a vraiment cette idée qu'on ne peut pas se baser sur Bitcoin pour faire quelque chose d'utile à la société, aux entreprises. Bitcoin, c'est forcément un objet de spéculation, c'est une menace pour l'État, c'est une menace pour les banques centrales, Christine Lagarde en PLS, enfin bref. Donc, il y a quand même une note d'espoir, c'est-à-dire que depuis quelques années, on s'en rend bien compte que tout ce discours-là ne fonctionne pas, mais il est encore persistant, notamment chez les acteurs qui ont énormément d'inertie. Donc voilà, les acteurs publics en particulier. Et ils sont encore coincés dans ce paradigme un peu obsolète. Donc la principale faille dans ce raisonnement-là de blockchain not Bitcoin, ou même plus largement blockchain not crypto, on entend aussi, parce que bon, on est Bitcoin maximaliste, mais il y a d'autres crypto-monnaies, c'est qu'on oublie ce pourquoi Bitcoin a réussi là où moult tentatives d'argent un peu privé numérique avaient échoué auparavant. En fait, Bitcoin a réussi à se débarrasser de la centralisation. Parce que toutes les monnaies, Bimoni, tout ce qu'il y a eu avant, tout ça s'est arrêté parce qu'il y avait un fameux single point of failure et à un moment, un gouvernement ou n'importe quelle autre institution lui a demandé d'arrêter et il s'est arrêté. Donc l'invention, moi je préfère même parler plus qu'une invention de découverte, hein, un peu comme le feu, on a découvert le feu. Donc la découverte de Bitcoin, c'est d'avoir réussi à vraiment bootstrap un système autonome qui n'a aucun point central de faillible, de single point of failure, et cet exploit a été réalisé en reposant sur des mécanismes, des incentives économiques et sur la greed, enfin l'appât du gain des gens. En fait, le fait qu'il y a un intérêt monétaire dans Bitcoin fait partie du moteur de Bitcoin. Si on n'avait pas d'intérêt monétaire à miner, on n'aurait pas de mineurs. Si on n'avait pas d'intérêt monétaire à avoir son full node, c'est-à-dire à pouvoir vérifier ses transactions quand on est payé, il n'y aurait pas de Bitcoin. Donc en fait, une partie un peu de la théorie des jeux qu'il y a derrière le protocole Bitcoin vient de cet incentive économique. Donc quand on le retire, on enlève le moteur en fait, tout simplement. C'est ça en fait l'idée de génie, c'est que Bitcoin il arrive à punir la corruption financièrement. C'est-à-dire que sur Bitcoin, c'est plus rentable de suivre les règles à la lettre plutôt que de tricher ou d'essayer de frauder. Donc si on enlève tout ça, la corruption elle revient et c'est très facile de tricher. Donc le fait même de parler de blockchain privée, qui est opérée par un acteur privé,
ou même plusieurs acteurs privés, parce qu'on a aussi ça, hein, des blockchains de consortium. Pour moi, c'est un peu un oxymore, parce qu'en fait, si on évolue dans un environnement de confiance, ben, on n'a pas besoin de cette invention, puisque c'est une invention qui est faite pour justement un environnement hostile où personne ne fait confiance à personne. Et l'argent, ben, c'est l'application première où on a justement besoin de se passer de confiance. Donc il faut arrêter avec la technologie blockchain. La blockchain, c'est pas l'innovation, et l'innovation, c'est ça. C'est Bitcoin, c'est le consensus de Nakamoto. Et en fait, c'est le consensus, l'algorithme de consensus distribué, en fait, l'invention. Donc, son nom, c'est le consensus de Nakamoto, qui a plusieurs composantes. Et la fameuse blockchain, c'est juste la base de données qui enregistre les transactions et les blocs. Donc n'importe qui peut faire un registre, mais l'important c'est la façon dont on se met d'accord sur l'état du registre. Encore une fois, dans un environnement hostile. Personne ne fait confiance à personne. Donc le titre du papier de Nakamoto, en 2008, il est complètement explicite. Bitcoin, peer-to-peer cash system. Donc l'application vraiment première de Bitcoin, elle est monétaire. L'idée, c'est d'inventer une nouvelle forme d'argent que tout le monde peut vraiment posséder, qu'il est très difficile à censurer, enfin voire impossible à censurer, et qu'on peut s'échanger de pair à pair. Mais pour arriver à l'objectif de la monnaie, il a fallu construire tout un outillage, un protocole, donc un réseau. Et là, c'est le Bitcoin avec un grand B. Bitcoin avec le petit b étant la monnaie. Donc, il y a une distinction quand même entre les deux qui est pas forcément facile à saisir pour le néophyte. D'ailleurs, c'est dommage que les deux aient le même nom. Et on parle surtout de Bitcoin avec un petit b. Bitcoin la monnaie. On va discuter de son prix, exprimé dans d'autres devises. On va le commenter ad nauseam. On envie ceux qui l'ont acheté à bas prix, on va moquer ceux qui l'ont acheté au top des bulles. Mais alors évidemment la volatilité de Bitcoin, encore une fois exprimée dans une autre monnaie, l'évolution de sa capitalisation, c'est un spectacle quand même assez divertissant. Mais on oublie souvent que ce fameux jeton Bitcoin s'échange exactement de la même façon, quel que soit son prix. Bitcoin fonctionnait quand il valait 30 centimes et il fonctionnera quand il vaudra 30 millions de dollars. C'est pas une prédiction ou un conseil financier. C'est vraiment il y a un protocole derrière qui rend cet échange possible. Et c'est quand on s'attache à vraiment étudier comment Bitcoin arrive à faire cet exploit en fait, de pouvoir échanger avec n'importe qui dans le monde des milliards de dollars pour 30 centimes de frais, c'est là qu'on commence à imaginer en fait d'autres usages à tout cet outillage qui est le protocole Bitcoin. Donc là, je vais parler d'un thème qui m'est cher, c'est le rapport qu'a Bitcoin au temps. Alors cette illustration, elle est tirée d'un article, enfin qui est lui-même tiré d'un livre qui s'appelle 21 leçons, qui a été traduit récemment en français. Je vous invite à chercher sur Amazon. Donc cet article, c'est Bitcoin is time. Et il explique en fait ce rapport entre Bitcoin et le temps. Et ce rapport entre Bitcoin et le temps, il est très important. Et je vais expliquer pourquoi. Alors, forcément, le rapport de Bitcoin au temps, chez moi, ça résonne beaucoup, puisque justement, on a une entreprise qui va utiliser un peu Bitcoin comme une horloge. Mais dans son livre, d'RGG, alors après c'est un pseudonyme, je sais pas, il est complètement anonyme, je connais pas son vrai nom, j'ai sûrement déjà rencontré, mais je sais pas qui c'est. Il nous apprend qu'en gros, il existe deux formes de monnaie. Il y a la monnaie physique, celle qu'on s'échange en direct, et puis la monnaie plutôt registre. Dans notre monde, tout ce qui est numérique, c'est une monnaie registre. Donc,
pour une monnaie physique ou voilà une pomme ou une pièce, c'est très facile de savoir quand est-ce que la transaction a été effectuée. Il suffit que la pièce ait quitté ma main pour arriver dans la main de l'autre. On n'a pas besoin de tracer les événements dans un échange physique. Par contre, sur un registre, et en plus un registre numérique, c'est beaucoup plus compliqué. Parce qu'il faut être d'accord sur l'état du registre. Qui tient le registre, etc., etc. Donc dans les monnaies traditionnelles, on a déjà plusieurs registres qui sont étalés un peu partout, chacun tient son registre, et on a une multitude d'intermédiaires qui servent à réconcilier en fait les registres entre eux. Et donc on a les processeurs de paiement, Visa, PayPal, on a les banques, on a les chambres de compensation, donc toute une armée d'intermédiaires. Tout ça pourquoi? Pour savoir qui doit de l'argent à qui. Donc, tout cet enchaînement d'intermédiaires, il sert à résoudre le fameux problème de la double dépense, en fait. Et on ne veut pas que quelqu'un puisse dépenser l'argent qu'il n'a pas. Donc, la notion de temporalité est importante, et plus particulièrement la question de l'ordre dans lequel les transactions ont lieu. Donc, si on veut tenir un registre sans avoir de personne en charge, dans un environnement sans référence centralisée, être certain de l'ordre des événements, c'est très difficile. Surtout quand il s'agit de monnaie et qu'on sait que beaucoup vont vouloir tricher. Donc, vu qu'il n'y a pas d'horloge centrale, quand on lit le papier de Satoshi, on se rend compte que vraiment le temps, c'est un problème très important. En fait, il y a quelque chose de simple pour s'en rendre compte, c'est que dans le papier de Satoshi, qui est très court, il y a 8 références en bas de page, là, 8 références au papier. Et sur les 8 références, il y en a 3 qui sont dédiées totalement au timestamping. Donc, le premier, c'est How to Timestamp a Digital Document de Haber et Stornetta. Improving the Efficiency and Reliability of Digital Timestamping de Bayer, Haber et Stornetta. C'est toujours un peu les mêmes chercheurs. Et puis le dernier, où on a le belge Quickstater et aussi Macias et Avila, Design of a Secure Timestamping Service with Minimal Trust Requirement. Donc justement, le problème de l'horloge qui ne dépend de personne et sur laquelle enfin, on peut se référer, c'est un problème fondamental de Bitcoin. Donc c'est un sujet super riche, hein. Je vous invite à le creuser, il y a plein de choses à lire là-dessus. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que ce que le Satoshi Nakamoto a réussi à faire, c'est construire une énorme horloge. En fait, c'est une horloge cryptographique qui a ses propres ticks. Alors c'est pas des secondes, c'est pas des millisecondes, mais cette horloge, elle est indépendante, elle dépend d'aucun tiers. Elle dépend pas non plus de la vibration des atomes, comme on est sur la terre de l'horlogerie, donc voilà, c'est vraiment une horloge bien particulière, indépendante, universelle, qui le fuseau horaire n'existe pas dans cette horloge, et on peut vraiment s'ancrer là-dessus, on peut vraiment l'utiliser comme une référence de temps universel. Et le tick de l'horloge Bitcoin, c'est les blocs en fait. On sait que toutes les 10 minutes à peu près, on a un nouveau tick, et en fait c'est la hauteur de bloc qui donne l'heure. Évidemment c'est pas 10 minutes pile, parce que justement on serait encore dans l'univers des horloges normales, c'est 10 minutes probabilistes, donc en gros en moyenne, et chacun des nœuds du réseau va associer son heure locale au bloc, mais son heure locale par rapport au bloc en fait n'a pas d'importance, c'est la hauteur de bloc qui a de l'importance. On a même des fois des blocs sur des nœuds qui ont une heure différente alors qu'ils sont... il y a le bloc 2, par exemple, pourrait avoir une heure qui est plus tardive que le bloc 3. Mais c'est pas grave, parce que ce qui importe, c'est la hauteur de bloc. Donc du coup, qu'est-ce qu'on peut faire avec une horloge, en fait? Une horloge cryptographique, indépendante, neutre. Eh bien, on peut faire du notariat électronique. C'est un peu un terme générique là-dessus, mais en fait, l'idée de base, en fait, c'est que
l'usage monétaire de Bitcoin fait qu'il a sa propre horloge cryptographique qui tourne et qu'on peut l'utiliser un peu comme un témoin d'événements. Et pour moi, le seul autre usage de Bitcoin, autre que la monnaie, c'est justement ce rôle de scellement des événements dans le temps. Et du coup, ça fait comme une espèce de notaire global, un notaire qui aurait un peu des super pouvoirs. Donc, par exemple, le fait d'être disponible H24. Ça, c'est pas tous les notaires. En termes de disponibilité, Bitcoin est plus disponible que Facebook, par exemple, ou que Solana, mais bon, ça, c'est pas dur. Qu'est-ce qu'il aurait comme qualité encore ? Il est neutre. Voilà, ces règles sont également figées, donc on peut pas vraiment tricher, et il est accessible à tous. Donc à partir du moment où on respecte les règles de consensus, qu'on ne peut pas vraiment bouger, d'ailleurs, on se remarque que sur Bitcoin c'est plus trop possible de le faire. Tout le monde peut l'utiliser. Il faut accepter ces règles, c'est tout. Et puis aussi le fait d'être totalement incorruptible en fait, parce que c'est une technologie dont les règles n'obéissent qu'aux mathématiques et aussi à la physique, parce qu'on n'en a pas parlé beaucoup, mais on pourra en parler après dans les questions, mais dans le consensus de Nakamoto, on a cette partie physique. Pour émettre un nouveau tic de l'horloge, il faut prouver qu'on a dépensé de l'énergie, qu'on a effectué un calcul, on a dépensé de la puissance de calcul. Et ça, c'est très important parce que ça donne de la causalité à la temporalité. Et dans les débats un peu sur les autres consensus, algorithmes de consensus, on oublie que ça, c'était vraiment l'idée de génie qui existait déjà, le proof of work avant Bitcoin, mais l'idée de génie, c'est vraiment de l'appliquer à l'horloge monétaire cryptographique de Bitcoin. Donc au final, on revient à un usage pour moi, autre que l'usage monétaire, c'est celui du scellement, du settlement. Le fait de figer les choses dans le temps, et puis surtout, une fois qu'on l'a fait, de pouvoir vérifier les événements longtemps après le scellement. Je vais faire une petite aparté sur les smart contracts sur Ethereum. Alors, en même temps que la hype blockchain, on avait justement la naissance d'Ethereum avec la promesse justement des smart contracts qui justement faisaient beaucoup, qui nourrissaient beaucoup l'imaginaire, notamment des juristes, sur ce qu'il était possible notamment de faire en termes non financiers. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe dans les faits ? L'horloge d'Ethereum est capable de faire beaucoup plus que tenir un registre financier, et notamment exécuter des programmes complexes. Mais rapidement, des choses qui avaient déjà été anticipées par les bitcoiners, on se rend compte que y a des limites physiques en fait qui font que on ne peut pas utiliser l'horloge pour exécuter les contrats. Donc là, dans son évolution, le protocole Ethereum, il en arrive à utiliser le protocole Ethereum comme, pourquoi ? Pour une couche de settlement, comme par hasard, tout ça pour ça. Donc, y compris sur tous les cas d'usage de smart contracts complexes, je pense que la réponse, c'est d'utiliser donc la blockchain ou les protocoles pour figer plutôt des preuves d'exécution d'un contrat plutôt que tout le monde se retrouve à exécuter un contrat, tout simplement parce qu'on n'a pas de mise à l'échelle et on peut pas faire ça pour des milliards de personnes tout le temps. Donc au final, Ethereum se transforme en chaîne de settlement et donc en Bitcoin au final. Donc 12 ans après. Donc pour moi, sur ce point-là, sur cet aparté sur les smart contracts, le salut, c'est on va exécuter des programmes qui sont coûteux en énergie ou en puissance de calcul, même de façon centralisée, mais on aura une façon de prouver cette exécution dans la chaîne avec juste une preuve cryptographique et juste dans un registre. Donc voilà, donc les usages non monétaires de Bitcoin, on peut vraiment tous les résumer à quoi ? À du scellement, à du notariat numérique, à de la preuve qui est publiée sur une espèce de place publique que tout le monde peut vérifier.
Et du coup, l'idée, c'est vraiment de lier des événements, des données. Alors, on va sûrement parler dans les questions, mais sur c'est possible aussi de le faire sur des choses physiques, mais le lien entre le physique et le numérique est quand même quelque chose de difficile à résoudre. Mais en tout cas, on peut lier des événements numériques à des blocs, tout simplement. Et pour peu qu'on le fasse de façon un peu scalable, on peut vraiment utiliser Bitcoin comme une sorte de protocole de notariat numérique global pour toutes les applications publiques, privées, logistiques. Voilà. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a un registre qui est vérifiable, qui est immuable. Personne ne peut revenir dessus après coup, et qui est neutre et accessible à tout le monde. Donc en fait, il est complètement juridictionnel, transfrontalier. Donc moi, je pense qu'en abordant Bitcoin sur la façon monétaire, c'est très important parce que c'est pour ça qu'elle a été construite, mais on oublie la partie cachée de l'iceberg qui est justement toute cette utilisation de Bitcoin comme une référence de temps, en fait, de temps et de choses qui se sont passées avec certitude. Donc là, du coup, nous, chez Wallet, alors parce que je suis entrepreneur et donc fondateur de Wallet, c'est ce qu'on a fait. On a, depuis 2016, on a utilisé une technologie qui va prendre des données, enfin même pas les données qui viennent des entreprises, mais juste des nombres qui sont liés mathématiquement avec des données d'entreprise. Donc ça peut être n'importe quoi, ça peut être des contrats, des images, des fichiers 3D, n'importe quoi numérique. Et on va les lier en fait à la blockchain Bitcoin avec ce qu'on appelle des arbres de Merkle. On a plusieurs clients de Châtellois, notamment Nîmes, mais aussi Ulysse Nardin. Donc, en fait, vraiment, l'idée, c'est ça, c'est de lier des données avec l'horloge Bitcoin et que derrière, une fois qu'on l'a fait, on n'ait plus besoin d'intermédiaires pour les vérifier. C'est-à-dire que nous, on est un tiers de confiance, mais juste le temps de construire le lien entre la donnée et Bitcoin. Après, on peut disparaître. La preuve, elle est là, elle est globale, elle est vérifiable par tout le monde. Donc, je vais parler de cas pratiques qu'on fait chez nous, d'usage non monétaire. On a plusieurs, mais ça tourne quand même beaucoup autour de la preuve, autour du juridique. Je vais commencer par l'exemple d'Ulysse Nardin, puisqu'on est à Neuchâtel. Alors, Ulysse Nardin, pour faire simple, c'est une marque. Alors, pour ceux qui connaissent pas Ulysse Nardin, c'est une marque de montres de luxe. Qui en gros a eu l'idée il y a quelques années de digitaliser toute la documentation associée à la montre. Quand vous achetez une montre, vous avez toute une documentation, un certificat d'authenticité, un certificat de garantie. Et donc donc ça c'était déjà en place, c'était digitalisé, numérisé dans le CRM. Et il fallait sécuriser parce que quand on a un papier, quand on est en version papier, le papier, on pouvait faire défaut, donc il fallait mettre des filigranes pour empêcher la copie. Donc quand on passe dans le monde numérique, c'est quoi le filigrane du monde numérique? Alors il y a des techniques, il y a des techniques de tiers de confiance, on va dire à l'ancienne, qui sont toujours leaders actuellement, mais je pense que ça va changer bientôt. Qui sont centralisés, c'est-à-dire que c'est un acteur qui va utiliser son cachet, sa signature, et va être témoin de l'authenticité d'un document ou d'une donnée quelconque. Donc, mais là, ce qu'on a fait avec eux, c'est qu'on a pris cette documentation, on a ce qu'on appelle certifié, c'est-à-dire qu'on va créer deux types de preuves. La preuve de l'horloge, c'est-à-dire le temps, la date où ça s'est passé, où ce document a été créé, mais également la preuve de provenance, où on va aussi réutiliser des technologies de Bitcoin, notamment sur la signature, mais ça c'est off-chain, ça n'a pas besoin de blockchain pour fonctionner, c'est de la signature un peu comme on signe une transaction, par exemple. Et on va lier cette signature à une identité. Donc on a créé une preuve indépendante que les documents générés par Ulysse Nardin sont des Ulysse Nardin. Alors à quoi ça sert au final? Bon, déjà le premier usage c'est quand même d'empêcher, d'authentifier
des documents Ulysse Nardin. Donc ça c'est bien. Mais derrière, il y a des petits enjeux un peu business derrière, notamment quand on pense un peu à la mouvance NFT, c'est que vu que ces certificats ils sont authentifiés, la seconde main, c'est-à-dire le fait qu'un possesseur d'une montre veuille la vendre à quelqu'un d'autre, va faire que le nouvel acheteur va retourner vers la marque pour régénérer un certificat, parce que s'il n'a pas son certificat Ulysse Nardin authentique, lui-même, c'est comme s'il n'avait pas de montre en fait. Donc, du coup, ça sert un peu à la maîtrise de la seconde main. Et puis ça sert aussi à l'utilisateur qui a sa montre d'aller dans tout le réseau mondial de réparateurs qui est pas forcément des boutiques Ulysse Nardin. Donc là encore une fois, on a la notion de confiance. En fait, on a des acteurs qui sont pas hétérogènes, on va dire. Et il pourra donner le PDF. Sur le PDF, il y a quand même marqué le numéro de série de la montre, son nom, son prénom, donc il est capable de s'identifier. Et le réparateur en question pourra vérifier en un clic l'authenticité du document, donc s'il est vraiment possesseur ou qu'il a vraiment une garantie, si sa garantie n'est pas finie, sur la montre. Donc c'est des cas d'usage très, on va dire, simples, mais qui sont complètement pragmatiques et qui fonctionnent. Donc ce projet, il est en production depuis quasiment 3 ans maintenant. Et on l'a fait à l'époque où tout le monde faisait des proof of concept. Non, là, c'est directement, c'est en prod, c'est surtout les magasins Ulysse Nardin et c'est mondial. Donc ça, c'est un cas d'usage très simple, mais qui fonctionne. Je vais prendre une autre chose qu'on fait. Encore une fois dans le luxe, on est en Suisse, alors allons-y. C'est une grande marque de luxe qui a des magasins et qui veut des preuves qu'elle a recueilli le consentement de ses clients. Donc en gros, en magasin, les clients ils achètent un objet, un sac à main, on va dire, et derrière il y a le petit questionnaire GDPR qu'on connaît bien pour les pays européens, qui est pour savoir s'ils veulent recevoir des courriers, des emails, des SMS. Et donc légalement, la marque a besoin de se protéger, d'avoir une preuve. Oui, ce client-là a bien accepté que je spamme sa boîte aux lettres, et donc il a pas, parce qu'apparemment il y a eu des procès, des gens qui ont dit ah non, j'ai jamais permis à la marque de m'envoyer de la pub. Et donc en gros, là on déploie sur tous les magasins d'Europe ce système-là, qui encore une fois c'est pas un système blockchain puisque c'est un système qui est en place, mais qui va utiliser Bitcoin et la blockchain pour justement avoir la preuve que cet événement-là, le recueil du consentement, s'est passé. Alors on peut aller plus loin sur tout ce qui est protection. On fait pas mal par exemple de preuves d'antériorité des créations pour tout ce qui est propriété intellectuelle. On a pas mal d'industriels qui mettent des preuves dans Bitcoin qu'ils ont inventé tel procédé à telle date, qu'ils ont fait tel dessin ou modèle à telle date. Donc, en fait, à chaque fois qu'on a besoin de pouvoir se référer à une preuve d'un événement dans le futur, utiliser Bitcoin, c'est pas déconnant, d'autant plus que la preuve dans Bitcoin, en fait, elle est totalement indépendante et elle dure dans le temps. C'est-à-dire que une preuve qui est faite dans Bitcoin aujourd'hui pourra être vérifiée de la même façon, parce qu'on sait que le protocole ne va pas changer, enfin, que on aura peut-être des soft forks, qui rendent les règles plus dures, mais qui sont rétro-compatibles, c'est-à-dire qui pourront toujours être vérifiées, même avec des anciens logiciels. Donc on sait que des preuves qu'on fait aujourd'hui, on va pouvoir les vérifier dans 50 ans, de la même façon. Donc il y a plein de cas d'usage qu'on a sur, par exemple, la conformité. La conformité, c'est quoi? C'est pouvoir prouver à quelqu'un dans le futur que telle chose a été faite en temps et en heure, en gros. C'est ça. Nous, on a même des cas d'usage dans le public. Alors, je racontais une anecdote. C'est qu'on a comme client l'agglomération de Lorient. Lorient qui est une ville de Bretagne, pour ceux qui connaissent pas la Bretagne. Qui en fait avait eu lors d'une délibération politique un souci parce qu'il y avait
un élu de l'opposition qui était pas d'accord avec une délibération, une loi, et qui a déclaré que la procédure n'avait pas été faite en temps et en heure, qu'il n'y avait aucune preuve qu'il avait été convoqué à cette procédure, et du coup il a fait annuler la procédure. Donc il y a eu vraiment un cas ou quelqu'un qui a exploité une faille, et du coup depuis ce qu'on fait avec eux, c'est tout simplement de prouver toutes les convocations, de faire des preuves de convocation, y compris avec la preuve de l'envoi de mail, etc., pour ne plus avoir ce problème. Et cerise sur le gâteau, c'est que le citoyen, il a accès à toutes les convocations, et il peut regarder les preuves, il peut les vérifier tout seul. Donc on peut vraiment avoir des usages vertueux de Bitcoin, c'est pas seulement pour acheter de la drogue sur Internet, hein, comme certains disent. Et on peut utiliser cet aspect vraiment de place publique vérifiable pour tout plein de choses. Donc, ma conviction, en fait, aujourd'hui, c'est que Bitcoin, il est valable pour deux cas d'usage. L'argent et la preuve. Et la preuve, on va dire, c'est un terme générique qui peut être décliné de 1000 façons. Typiquement, une preuve... une zero knowledge proof ou une preuve d'exécution d'un contrat, c'est aussi une preuve. Mais au final, c'est le scellement de l'événement dans le temps qui sera le cas d'usage. Et limite, la monnaie, c'est un byproduct de cette preuve, parce que c'est aussi ça, la monnaie, elle est basée sur le registre de monétaire. Donc voilà, j'ai à peu près tout cité. Je pense qu'on va... Enfin, avant de conclure, je vais quand même dire que pour moi, en étant maximaliste, je pense qu'on va converger vers cette utilisation holistique de Bitcoin. Pas que pour la monnaie, mais pour plein de choses. On peut aussi utiliser le réseau Bitcoin pour faire passer les paiements de Bitcoin, mais on peut aussi utiliser Bitcoin pour faire de la confiance numérique. Et donc, moi, j'imagine bien un monde où n'importe quelle donnée dans le futur qu'on va vous présenter qui n'est pas liée d'une façon ou d'une autre à Bitcoin, elle va être suspecte. Donc il y aura plus de fraude. Bon, c'est pas forcément un futur qui fait plaisir à tout le monde, mais c'est possible aussi de faire ça. Tous les maximalistes, par exemple, ne sont pas d'accord avec ces idées-là. Pourtant, je pense que c'est vers ça qu'on va. Donc voilà, j'ai terminé. Si on peut passer aux questions. Allons-y. Merci beaucoup, Gilles. La tradition de ce cycle de conférences, c'est de, en général, laisser un maximum de temps pour les discussions. Donc, nous avons encore une bonne demi-heure vraiment pour débattre. Peut-être challenger aussi notre interlocuteur d'aujourd'hui. Je cède la parole à l'Assemblée en premier. Qui a des questions? Merci. On a beaucoup entendu parler de sécurité, mais personnellement, je trouve que ce qui est le plus intéressant pour la certification, par exemple, ou d'autres applications, c'est l'interopérabilité. Parce que tout n'a pas besoin de la sécurité niveau Bitcoin, selon moi. Alors, oui, l'interopérabilité est importante, mais justement, le fait d'être basé sur un protocole ouvert permet ce type d'interopérabilité. Et typiquement, si on utilise par exemple Bitcoin pour du timestamping, on a déjà des formats OW3C par exemple, qui est l'organisme de régulation, qui sont des formats justement qui permettent l'interopérabilité. Nous par exemple, quand on émet des preuves, on les émet dans un certain format. Et ce format-là peut être vérifié par n'importe quel logiciel compatible. Donc justement, comme TCP/IP, je pense que toute la partie interopérabilité, elle a plus de chances d'arriver si tout le monde se met sur le même protocole que si justement on a 10 000 standards différents et 10 000 protocoles différents. Mais oui, l'interopérabilité, c'est un sujet très important, je suis d'accord. Mais si je peux rebondir brièvement. Mais qu'est-ce qui fait qu'on la voit pas vraiment? Parce que, pour prendre un exemple, sur Ethereum, il y a beaucoup d'interopérabilité. On construit des smart contracts qui sont utilisés, sont imbriqués les uns avec les autres, alors que ce n'était pas prévu au départ.
Comment ça, si, c'était prévu au départ sur Ethereum. Enfin, individuellement, je veux dire, quelqu'un va construire quelque chose, ça va être repris par quelqu'un d'autre. Il y a beaucoup d'interopérabilité qu'on voit pas sur Bitcoin. Ouais, parce que justement, sur Bitcoin, le principal usage aujourd'hui, il est monétaire, et l'autre, c'est la preuve. C'est-à-dire que il n'y a pas justement cette composabilité par rapport aux smart contracts. Et comme ce que je disais tout à l'heure sur les smart contracts, c'est qu'au final, l'exécution des smart contracts qui pourra être interopérable, mais elle aura lieu sur des couches supérieures. Elle va plus être sur la couche blockchain, qui est au final une couche de settlement. Donc ce travail d'interopérabilité-là, peut-être qu'il servira dans le futur, mais sur des couches supérieures. Et la couche de settlement, on pourra très bien utiliser autre chose que le protocole Ethereum, par exemple. Moi, j'imagine très bien qu'on puisse avoir des gens, enfin, il y a déjà des gens qui font ça. Après, je ne sais pas si c'est un succès immense, mais si on peut parler de RSK, par exemple, qui en gros a fait sa sidechain, son layer 2, qui est compatible VM, mais qui se base sur des preuves Bitcoin. Donc ça existe déjà, en fait. Donc, et l'interopérabilité dont vous parlez d'Ethereum, elle a lieu sur la couche supérieure, pas sur la blockchain en fait. Donc, je vois pas en quoi c'est contradictoire en fait. Voilà. D'autres questions? Une question par rapport à l'utilité, à l'économie de temps et d'énergie pour l'exemple du magasin et du consentement du client. En quoi c'est avantageux de passer sur Bitcoin par rapport à avoir un système centralisé d'information finalement? Alors là, c'est assez intéressant parce que avant de nous utiliser, ils étaient chez un prestataire classique de confiance numérique. Donc, dont de base ils n'étaient pas contents. Donc, ils ont commencé à regarder les autres. Et il y a plusieurs avantages en fait à utiliser. Alors, je ne sais pas si c'est Bitcoin ou si c'est plutôt Wallet, on va dire. C'est que là, on a la possibilité de faire une preuve sans avoir à envoyer la donnée au prestataire, en l'occurrence nous. Alors que nous, on est capable de fabriquer la preuve sans avoir les données des clients. Dans l'autre solution qu'ils avaient avant, ils construisaient un PDF, ils envoyaient le PDF au prestataire avec une signature ils récupéraient un gris-gris en magasin, ils collaient les deux, ils envoyaient au prestataire qui avait donc les deux documents, la signature et le document avec toutes les informations, ils refaisaient un PDF avec les deux, ils signaient avec leur propre clé et ils renvoyaient le document. C'était un processus complètement pas optimal. Et maintenant, ce qu'ils font aujourd'hui, c'est qu'ils fabriquent le PDF chez eux, ils calculent le hash, ils nous envoient le hash, c'est fini. Donc, il y a vraiment un gros avantage opérationnel. Si on parle vraiment d'intégration juste informatique, là, on est vraiment sur quelque chose qui fonctionne bien, enfin, plus facilement, qui respecte la confidentialité parce que les données clients, qui est quand même quelque chose de très important pour les marques, ça reste chez eux. Et qui fait le boulot de la protection, de la preuve en fait. Donc voilà, il y a plusieurs aspects. Voilà. Et après l'aspect, si on peut essayer sur l'aspect Bitcoin, il y a quand même l'aspect que la preuve, elle est mondiale. Donc si on est sur une marque qui est déployée géographiquement un peu partout, qui a sur plusieurs juridictions, avoir une espèce de preuve neutre qui va être adaptée juridiquement à chaque pays au cas où. C'est aussi un avantage parce on sait jamais, mais on peut trouver une preuve numérique qui est acceptée dans une juridiction et pas une autre. Là, Bitcoin il est pas, comme c'est assez nouveau, même si c'est pas tout à fait nouveau, mais on sait que on a déjà des jurisprudences basées sur des preuves Bitcoin. Et après, à chaque fois, il y a des adaptations. Par exemple, en France. On a des huissiers qui vont prendre une preuve Bitcoin et qui vont faire un constat, mais ils vont faire leur constat que s'il y a un litige, s'il y a un procès. Donc c'est comme ça qu'on s'adapte en France, par exemple. Mais dans d'autres pays, par exemple, c'est déjà dans la loi. Je sais qu'en Chine, par exemple, en 2018, il y a eu un gros procès avec une jurisprudence, et du coup, c'est passé comme accepté au tribunal. Donc voilà, il y a aussi cet aspect transjuridictionnel de Bitcoin, et quand on est une marque internationale, ça peut être aussi intéressant. Voilà. Merci Gilles. Donc moi je suis utilisateur content de Wallet
pour les contrats de Ok. la société. J'avais une question un peu plus pragmatique. Dans Willit, c'est combien de transactions par jour et combien de documents par transaction? Alors, il y a un des nombres qui est fixe et l'autre qui est illimité. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, pour des raisons, on va dire, opérationnelles, on a choisi de faire 4 transactions par jour, là, parce qu'on est sur des cas d'usage où la preuve au quart de journée, enfin, exploitable au quart de journée, c'est amplement suffisant. Et donc, on envoie 4 transactions par jour, donc toutes les 5-6 heures, hop, on envoie une transaction. Et par contre, par transaction, on peut faire une infinité de preuves. Les seules limites, en fait, à ça, c'est des limites de notre infrastructure informatique, quoi. Bon, on peut faire 10 000, 100 000, 20 millions, 2 milliards si on voulait. Mais il faudrait juste voilà avoir une infra qui tient la route. Mais donc aujourd'hui, on est capable de soutenir 1000 opérations secondes par IP sur des pics. Donc on est très scalable là-dessus. Et c'est ça, c'est le fait d'utiliser du layer 2 et de vraiment utiliser la blockchain comme vraiment ponctuellement pour publier de temps en temps un nombre qui est lié avec des centaines de milliers de nombres. Voilà. Pour rebondir sur la question Vous êtes où? Je le vois pas. d'Alexis, j'aurais voulu savoir, donc pour faire une preuve, on fait une transaction sur la chaîne, et pour faire une preuve toute simple avec juste un document, combien ça prend d'octets dans le bloc? Alors, nous, on utilise, parce qu'il y a d'autres moyens de faire des preuves, mais nous, on utilise la technique du hop return, qui est un type de sortie de Bitcoin qui est pas dépensable, dont je crois que la limite théorique, c'est 40 octets, mais à 30... Nous, on met juste un hash, donc voilà, c'est 32 octets. Donc il n'y a pas plus de caractères que ça. Donc il y a vraiment la place de mettre un nombre. Certains mettent du texte en clair, voilà. Mais en tout cas, il y a une limite dans le protocole sur la taille de ce type de sortie au return. Mais on peut faire des preuves, par exemple, en créant une adresse en prenant le hash d'un document et en créant une adresse de destination. Donc, par exemple, on envoie un Satoshi à une adresse. Comme le hash de l'adresse, comme l'adresse, c'est le hash du document, c'est une preuve. Parce que l'important, c'est que la trace existe dans la blockchain. Donc, on a plusieurs façons de le faire. Nous, on utilise OpReturn parce que c'est quand même bien pratique. Voilà. D'autres questions? Oui. Donc, j'ai entendu que vous êtes assez sceptique par rapport aux monnaies alternatives au Bitcoin. Oui. Vous avez sûrement entendu, comme le grand public entend souvent parler de la consommation d'énergie. Certaines des monnaies nouvelles, alternatives, enfin en tout cas leurs concepteurs disent qu'elles consomment beaucoup moins ou qu'elles sont beaucoup plus rapides. Enfin, j'ai lu parfois que, par exemple, le Tezos affirme être 10 000 fois plus rapide, le Solana affirme être 50 000 fois plus rapide, et de façon correspondante plus économique. Alors, est-ce que ces monnaies alternatives, à supposer bien sûr que ces affirmations soient exactes, est-ce qu'elles sont appelées à jouer un rôle similaire, voire à dépasser le Bitcoin, selon votre appréciation et selon vos anticipations? Alors, comme j'ai dit dans le talk, moi, je pensais ça au début, en fait. Mais quand on creuse un peu, on se rend compte que tous les avantages qu'offre tel ou tel autre protocole par rapport à Bitcoin, il se fait au détriment de compromis qui sont faits sur certains points. Ou sur Bitcoin, on n'a pas forcément l'envie de faire ces compromis. Et le premier compromis, c'est la décentralisation. Si on prend par exemple Solana, c'est très centralisé. C'est géré par des serveurs, c'est géré par une entreprise. Donc en fait, Solana n'est pas neutre. Solana a une gouvernance centralisée. Donc ça, c'est un gros point noir, on va dire, de ce choix, de ce compromis-là. Et ce compromis-là, il a été fait pour plus de rapidité, plus de transactions par seconde, etc. Donc,
si on prend individuellement chaque, on va dire, feature, on va dire beaucoup mieux ou même des fois juste un petit peu mieux que ce qu'offre Bitcoin, on s'en rend compte de ça. Et si je prends l'exemple de la scalabilité, par exemple, aujourd'hui, Bitcoin, il est complètement limité en termes de nombre de transactions par seconde. En 2017, il y a eu ce qu'on a appelé la block size war, vraiment une guerre sur ce sujet-là, sur est-ce qu'on augmente la taille des blocs. Et c'est à ce moment-là que moi, j'ai été très convaincu par le fait que personne, aussi puissant soit-il, n'arriverait à changer le consensus de Bitcoin. On pourra durcir les règles, mais on pourra pas les assouplir. Et en fait, en y réfléchissant, c'est quand même un super avantage parce que on sait que c'est quand même un ciment sur lequel on va pouvoir bâtir, quitte à avoir la fameuse scalabilité sur les couches supérieures. Et c'est ce qui s'est passé en fait au final. Puisque aujourd'hui sur Bitcoin, bon, c'est encore jeune, mais ça marche très bien. On a un nouveau protocole. Hein, si on parle si on compare Internet, Bitcoin CIP, ben là on a notre TCP, on va dire, qui permet de faire théoriquement des millions de transactions par seconde, donc beaucoup plus que Solana typiquement, mais sur un protocole de niveau 2. Et si on parle vraiment en transactions financières, on se rend compte que Bitcoin, je pense à l'avenir, on peut l'utiliser pour des transactions de gros montants, mais qu'au final les micro-paiements, les paiements un peu plus petits vont passer sur cette couche de second niveau et qui sera beaucoup plus rapide, voilà, qui fait aussi des compromis, mais qui isole en fait ces compromis sur une autre couche. Donc voilà, il y a des valeurs qu'il faut conserver à tout prix, qui sont la résistance à la censure, la décentralisation, et si on veut rajouter des features, on est obligé de déroger à ces règles-là et faire des compromis. Donc voilà un peu ma vision sur tout ce que les autres crypto-monnaies peuvent apporter, même s'il y a des choses très intéressantes là-dessus. Je pense qu'il faut, ma vision, c'est que on a un protocole de base et on va innover par-dessus. Si on veut faire des NFT de singes, des choses comme ça, on peut le faire par-dessus. Il n'y a pas de problème, mais sur la même base, quoi. Parce que si on avait plusieurs Internet, ce serait pas optimal, on va dire. Voilà. Merci. Gilles, on reçoit pas mal de demandes en ce moment au cercle, notamment depuis l'histoire du Stade de France. Je ne sais pas si vous avez suivi les faux billets, tout ça. Est-ce que c'est quelque chose que tu envisages ou pas avec Wallet en termes de certification? La gestion du marché secondaire, est-ce que ça serait faisable facilement sur Bitcoin ou pas? Parce que ça, pour le coup, ça serait quelque chose qui serait facilement faisable avec des NFT Ethereum ou ce genre de choses. Et après, je crois que Jacques avait une extension de la question, en quelque sorte, plus philosophique. Non, je disais simplement, le problème de la billetterie, c'est que c'est pas un usage non monétaire, c'est un usage paramonétaire, quelque part. Mais effectivement, on reçoit beaucoup de questions depuis cette affaire de journalistes ou de simples curieux qui demandent si la technologie blockchain, pardon Gilles, pourrait résoudre le douloureux problème du supporter anglais. Moi, je crois pas, en fait. Je pense que c'est un outil qui peut être utilisé pour réduire un peu les possibilités de fraude, mais c'est pas la panacée. Et quand tu dis que, par exemple, c'est facilement faisable sur Ethereum, comment t'aurais fait concrètement là sur Ethereum au Stade de France? Je suis pas sûr que ce soit facile. Tout le monde a un wallet, tout le monde sort son MetaMask. Non, mais voilà. Oui, mais le standard après, mais il est inutilisable dans les faits. Donc, moi, je pense que c'est possible sur Ethereum. Si c'est possible sur Ethereum, c'est encore plus possible sur Bitcoin, en fait. Mais uniquement si on le fait de la bonne façon. C'est-à-dire pas avec un truc dans son wallet, dans son navigateur. Enfin, il y a des choix, en termes d'expérience utilisateur. Quand tu as un stade et que tu as 1000 personnes qui passent par seconde, tu es obligé aussi de faire des compromis. Donc,
Donc, je suis pas sûr que Ethereum ou autre, hein, parce qu'il n'y a pas que Ethereum, Algorand ou whatever. Oui. En soi, ce qu'il faudrait, c'est faire une signature avec un wallet où tu as le NFT en question, quoi. C'est l'opération en tant que telle, elle est pas complexe, mais l'UX c'est pas encore là, je suis d'accord. Oui, mais c'est-à-dire que faire une signature, ok, donc tu vas enregistrer, par exemple, une clé qu'il y a, mais faire une signature avec un wallet à un guichet, c'est possible, mais c'est pas, enfin, je trouve que c'est pas, typiquement, c'est pas le NFT, ce serait pas forcément l'outil que j'aurais utilisé, juste peut-être un wallet. Je parlais pour le fait qu'il y ait du secondaire, c'était surtout ça, pour permettre après de pouvoir le revendre ou autre. Voilà. Mais il faut vraiment voir c'est un outil de sécurité et je pense qu'on peut faire des choses, mais un écueil qu'on a souvent, c'est de penser que la technologie va résoudre tous les problèmes. Je pense que ça résout une partie des problèmes, mais pas tous. Ça résoudrait pas, par exemple, les agressions qu'il y a eu en dehors du Stade de France, qui était le principal problème, en vrai. Voilà. Moi, j'avais juste une petite réflexion. J'ai bien aimé votre comparaison avec les autres blockchains et puis dans la définition du Bitcoin, j'ai juste noté les quelques mots que j'ai retenus en tout cas, décentralisation, neutralité, stabilité puis monétaire. Moi, ça me fait penser à la Suisse. Puis du coup, c'était un peu la petite analogie, mais du coup, d'où ma question. La Suisse aussi, on voit un peu comment les écosystèmes fonctionnent au niveau international. La Suisse tient bon, résiste, il y a toujours les pressions aussi de l'extérieur. Avec cette analogie, quelle est votre lecture de la suite Bitcoin par rapport aux autres? Je ne veux pas dire qui va s'imposer, mais comment vous voyez un peu le futur? Alors, je suis pas sûr d'avoir bien compris la question, mais en gros... ce que vous avez expliqué, donc Bitcoin par rapport aux autres blockchains, oui. Voilà. Oui, en gros, l'aspect plutôt neutre et le mettre en rapport avec la Suisse, en gros. Non, voilà, il y a des valeurs, il y a la neutralité, la stabilité, comment ces fondements de base vont s'imposer par rapport à d'autres choses d'utilité diverses, comme on a compris aujourd'hui. Moi, je pense que la neutralité de Bitcoin, c'est un formidable atout parce que le fait qu'il joue pour personne et pour tout le monde, qu'il n'a pas d'équipe en fait, mais qui peut être utilisé par tout le monde, je pense que ça va peut-être ralentir, enfin à court terme, ça va pas forcément accélérer son adoption. Mais qu'au final, à force d'essais, de guerres, de soucis sur des transactions qui se font censurer, c'est des sanctions économiques. On a pas mal de sanctions économiques partout dans le monde aujourd'hui. Je pense que cet aspect-là, il va devenir une évidence avec le temps. Et on voit des petits pays là qui commencent à adopter le Bitcoin alors je sais pas trop pourquoi, je pense que ça dépend beaucoup du pays aussi. Mais oui, pourquoi la Suisse n'adopterait pas le Bitcoin en legal tender déjà, en monnaie légale, ce serait bien. En plus du franc suisse évidemment. Mais ouais, je pense qu'il y aura une Bitcoin en fait, c'est j'allais dire le dernier recours, mais le juge de paix en fait. Le juge de paix que tout le monde pourra utiliser quand tout aura échoué autour. Donc ouais, je pense que c'est cet aspect de la neutralité, de l'universalité surtout, le fait qu'il n'y a pas besoin d'être riche ou pauvre pour pouvoir utiliser Bitcoin, c'est un de ses plus gros avantages. Voilà. Bon, après, il n'a pas trop de défense, quoi. Le fait qu'il n'ait pas de département marketing, de cellules de communication, ça joue pas à sa faveur non plus. Voilà. Peut-être une question liée à l'éducation, vu que tu as travaillé dans plusieurs groupes de réflexion, de travail. Quels sont les enjeux, selon toi, importants pour les jeunes générations, premières années d'éducation ou plus tard? Quels sont les véritables enjeux autour de cette question de Bitcoin et autres? Alors,
sur l'éducation Bitcoin spécifiquement, il y a pas mal de gens qui commencent les crypto-monnaies, qui achètent des crypto-monnaies sur les exchanges et qui connaissent pas les bases de la cryptographie et du coup gardent leur argent chez des intermédiaires et donc ne profitent pas du tout de l'innovation. Parce que l'innovation, c'est pas d'acheter des bitcoins et de les laisser sur un exchange. Ça n'a strictement aucun intérêt. L'innovation, c'est posséder ses clés, sauvegarder sa seed, etc. Donc déjà, je pense que sur l'éducation des utilisateurs, typiquement des organismes comme les exchanges, Kraken, Coinbase, Binance, ils devraient participer à cet effort d'éducation de leurs utilisateurs. Ils le font pas forcément. Après, il y a un autre pan de l'éducation qui est nécessaire pour comprendre Bitcoin, c'est déjà comprendre l'économie dans laquelle on vit, comprendre déjà les monnaies fiduciaires, comment elles fonctionnent, parce que sur l'aspect monétaire, Bitcoin, moi, tout ce que j'ai appris de l'économie, par exemple, je l'ai appris via Bitcoin. Personne n'a appris à l'école qu'est-ce qui était une banque centrale, comment ça fonctionnait. Bon, j'ai pas fait d'études d'économie non plus, mais pour moi, ça pourrait être sympathique que limite dès le plus jeune âge, on sache ce qu'est l'argent, comment fonctionne l'argent, même sans parler de Bitcoin, quoi, parce que enfin moi personnellement, ça m'aurait aidé déjà à passer sur Bitcoin plus tôt. Donc voilà, donc il y a pas mal de choses à faire en éducation. On est dans la mission sur la Centrafrique là pour justement où ils veulent adopter Bitcoin, mais il y a un gros chantier d'éducation, quoi. Quand on voit que même les décideurs ils sont pas éduqués, voilà quoi. Donc oui, il y a du boulot dans l'éducation Bitcoin à faire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je partage votre avis concernant la révolution que représente la décentralisation et la vérification de données. Cependant, sur le point de vue financier, je trouve que je suis pas maximaliste à cause du point de vue financier, notamment au fait que la capacité soit limitée à 21 millions, parce que je vois pas justement une adoption financière, on va dire gouvernementale. Je trouve que ce qui serait une bonne alternative, ce serait la même technologie, mais avec 3% par exemple de création monétaire chaque année pour permettre un développement dans le sens là. Donc, quelle est votre vision sur Bitcoin dans le futur? Est-ce que vous le voyez être en même temps que les monnaies fiat? Est-ce que vous voyez remplacer sur le long terme? Quel est votre avis là-dessus? C'est une excellente question. À l'époque, en 2000, où je regardais les altcoins, notamment, il y en avait un qui m'avait séduit sur cet aspect-là, justement. Une autre politique monétaire. Mais à cette époque-là, bon, je ne veux pas dire que j'étais un as de l'économie non plus. Et en fait, vraiment sur Bitcoin et la partie monétaire, j'ai pas vraiment d'avis, mais à mon avis, si on a une politique stable, fixe à 21 millions, rien n'empêche d'implémenter d'autres politiques monétaires, mais qui sont liées à cette stabilité, en fait. C'est-à-dire sur lesquelles, moi j'imagine par exemple des monnaies fiat dans le futur, qui auront une politique monétaire, pourquoi pas inflationniste s'ils veulent, mais qui sera auditable sur Bitcoin, en fait. Et ça va changer tout. Parce que si on vote, par exemple, qu'on passe à 4% d'inflation monétaire par an, on implémente cette autre monnaie, ce fiat, hein, disons l'euro, sur Bitcoin, avec un algorithme qui sera vérifiable et qu'on pourra auditer, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc moi, j'imagine bien un futur où fiat et Bitcoin vont cohabiter, au départ avec pas mal de friction, hein, comme aujourd'hui, donc c'est plutôt fiat contre Bitcoin, mais pourquoi pas fiat avec Bitcoin dans un futur proche, et pourquoi pas dans un futur un peu plus éloigné que Bitcoin, parce que moi je pense qu'on peut, enfin j'ai beaucoup réfléchi, même si je suis pas économiste, que le fait qu'il n'y ait pas d'inflation monétaire ne dérange pas forcément pour fonctionner. Je sais que c'est dur parce qu'on a toujours vécu dans ce système-là, mais une société où les prix baisseraient, les salaires baisseraient avec le temps, je veux dire, c'est juste qu'on n'a pas essayé en fait. Voilà. Mais la valeur en fait, parce que la valeur sera toujours relative par rapport aux 21 millions, donc
Donc c'est pour moi c'est possible hein, une hyper bitcoinisation, mais je serai mort, je pense que quand elle arrivera. Mais du coup, j'imagine bien une transition avec des politiques monétaires ancrées sur Bitcoin et surtout auditables. Voilà, c'est ça qui nous manque aujourd'hui, c'est que c'est totalement opaque et personne ne sait comment ça marche en fait les politiques monétaires. Même si on nous raconte des choses, mais voilà, on peut pas vérifier. Question sur le même sujet. Comment est-ce qu'on assure la sécurité à long terme sans changer le protocole? Vous avez lu Assou sur Twitter et le fameux security budget. Alors, cette question, elle revient souvent, surtout en ce moment en fait. Enfin, ça fait à peu près un an. Bizarrement, il y a un an, personne parlait de ça, et d'un coup, tout le monde parle d'un problème qui va advenir maximum dans 20 ans. Enfin, pour moi, c'est pas un problème. En fait, la question, c'est qu'on n'est pas sûr que l'économie des frais de transaction sur Bitcoin va suffire à soutenir la sécurité du réseau. C'est ça en gros. Moi, je dis déjà, attendons de voir, parce que aujourd'hui, il n'y a pas le problème. Et je pense que si on est logique, le supply de Bitcoin étant le même, le prix du Bitcoin devrait augmenter avec le temps. Enfin, évidemment, si on lit, pas depuis ces 3 dernières semaines. Et donc, le block space aussi se vend plus rare. Le block space, c'est l'espace dans les blocs. En gros, est-ce qu'on peut faire un maximum de transactions? Se faisant plus rare, les frais de transaction augmenteront et que l'économie des frais de transaction va remplacer l'économie de l'émission monétaire. Pour moi, c'est quelque chose... Enfin, aujourd'hui, on n'a que des suppositions, mais on n'est pas à l'abri que ça fonctionne, en fait, tout simplement. Qu'il y ait un équilibre qui se crée entre le prix du Bitcoin, les frais de transaction qui augmentent. Moi, j'imagine forcément qu'à l'avenir, les frais de transaction vont augmenter. Parce que la demande en block space va augmenter. Voilà. Donc, voilà, c'est mon avis là-dessus. Je pense que c'est bien de se poser la question, mais que aujourd'hui on n'a pas le problème et qu'on ne sait pas si demain on aura le problème. Voilà, c'est ça mon avis. Je ne sais pas si ça répond à la question. Moi j'ai plusieurs questions pour vous. Alors concrètement, par rapport à la situation actuelle là, donc on s'approche d'une récession économique. Oui. Est-ce que vous pensez que le Bitcoin c'est un outil de protection contre l'inflation, même si c'est pas inscrit dans le white paper de Satoshi Nakamoto? Alors, moi, j'ai jamais aimé cette expression de Bitcoin comme protection contre l'inflation. D'une part, parce que évidemment, le sujet économique, c'est pas forcément le sujet où je suis le plus calé ou où j'ai le plus d'avis. Mais surtout parce que je connais, étant là depuis 2013, la volatilité de Bitcoin. Alors, c'est une volatilité globalement qui va vers le haut. Donc effectivement, ça marche, la protection contre l'inflation, mais sur le temps long. Donc il faut encore que des gens soient capables d'attendre 10 ans pour justement profiter de cette protection contre l'inflation. Ce qui n'est pas forcément le cas dans des situations un peu extrêmes comme on vit aujourd'hui. Donc j'ai jamais été très fan de Bitcoin, store of value, protection contre l'inflation. Mais force est de constater que pour quelqu'un qui économise en Bitcoin sur le temps long, oui, ça marche. Mais je suis pas le plus fervent défenseur de cette proposition de valeur. Voilà. Ok. Et puis j'aimerais rebondir aussi par rapport à la scalabilité du réseau Bitcoin. Là, Ethereum est censé arriver d'ici la fin de l'année à un nouveau consensus, donc passer du proof of work au proof of stake. Et c'est censé également améliorer la scalabilité du réseau. Est-ce que Bitcoin, mis à part le Lightning Network, pour améliorer la scalabilité du réseau, éventuellement on pourrait passer à un proof of stake également? Alors déjà
Ethereum, je connais un peu, mais je sais pas aussi bien que Bitcoin. Surtout sur le Proof of Stake qui n'est pas encore vraiment live. Et donc, en gros, on n'a que on va dire des suppositions sur comment ça va fonctionner par la suite, même si on sait globalement comment ça va fonctionner. Ce que je remarque, c'est que la scalabilité apportée par le Proof of Stake vis-à-vis du Proof of Work sur Ethereum, en termes de ratio, elle est bien moindre que la scalabilité apportée par le Lightning Network par rapport à Bitcoin. En gros, le Lightning Bitcoin, on fait du fois 1000. Je dis n'importe quoi, en fait, c'est plus en termes de scalabilité. Et sur le passage du Proof of Work au Proof of Stake sur Ethereum, on doit faire du fois 30, quoi. Et je dis ça, mais voilà, je suis pas certain de ce que je dis, mais de ce que j'ai pu voir, c'est on n'a pas le Proof of Stake. L'avantage du Proof of Stake, c'est pas la scalabilité en numéro 1. Enfin, c'est pas ça qui est mis en avant. Ce qui est mis en avant, c'est on va pas dépenser d'énergie. Et que sais-je, mais c'est pas tellement la scalabilité. Et sur Bitcoin, la scalabilité, alors il y a des débats sur le Lightning Network. Est-ce qu'il serait capable de supporter 7 milliards d'humains qui utilisent le Lightning Network tous les jours? Aujourd'hui, sûrement pas. Mais je sais que le Lightning Network, il est encore en construction. Alors, il est déjà en production, il est live, mais il y a encore pas mal de boulot sur le routage, sur pas mal de choses pour justement éviter qu'on ait des points de centralisation forts pour le routage notamment. Et puis, je pense aussi qu'on aura d'autres couches par-dessus encore. On aura aussi d'autres layers 2, d'autres couches que le Lightning Network. On aura d'autres protocoles, en fait. Mais en fait, rien ne nous empêche d'encore innover sur des couches supérieures, en fait. On pourrait très bien imaginer des layers 3 basés sur le Lightning Network qui scale à 3000 transactions secondes, par exemple. Mais pour aller à 20 000 transactions secondes, on ferait quelque chose par-dessus le Lightning Network. Tout est possible, en fait. Moi, je vois plutôt une évolution avec une architecture en couches, comme Internet, en fait. Internet a commencé, il y avait IP, ensuite on a eu UDP, TCP, HTTP, et puis on a eu Netflix bien plus tard, quoi. Donc il faut juste être patient, en fait, sur l'évolution des protocoles. Voilà, je propose qu'on s'arrête là. Je retiens peut-être 3 points. Ah. Alors, un point, c'est un point d'apprentissage de ma part. Je me souviens que Adli, il y a 4 ans, nous avait expliqué que pas de blockchain sans Bitcoin, en gros. Aujourd'hui, tu reviens avec ce message. J'apprends une deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas de confiance sans économie. Quelque part, le moteur reste quand même toujours l'attrait de l'économie pour nourrir la preuve, finalement. Finalement, j'ai un deuxième point, une métaphore régionale. Finalement, j'ai dit que c'était un moteur. J'ai d'abord comparé le Bitcoin à un moteur. En fait, dans la région, c'est clairement un mouvement. On a appris que le Bitcoin est une horloge. Oui. Donc, chez nous, on a aussi le débat de savoir est-ce qu'il faut faire des nouveaux mouvements de base ou est-ce qu'il faut prendre les mouvements de base déjà existants qui ont fait leurs preuves pour construire les complications. Et ça, on a les mêmes débats, donc c'est assez intéressant. Donc ça, c'est pour la petite anecdote. Et finalement, une question philosophique que j'aimerais peut-être que les gens apportent à la maison, côté un peu sciences sociales. Finalement, toutes ces théories que tu mets en évidence sont basées sur une économie, une société de la défiance. Donc on ne se fait pas confiance par principe. Donc on doit prouver on doit s'assurer qu'une confiance puisse être quelque part contractualisée. Et puis quelque part, moi j'avais appris au départ de mes cours sur l'économie régionale que finalement une région a souvent des atouts parce qu'elle construit une confiance interpersonnelle, où finalement on n'a pas forcément toujours besoin de mettre les choses dans une blockchain pour pouvoir fonctionner. Voilà, donc c'est un peu une question philosophique, est-ce qu'on a toujours besoin de preuves? Voilà, donc je te remercie beaucoup. On a compris aussi que les AOC, clairement, c'est des choses qui doivent être authentifiées dans la blockchain, si possible, avec Bitcoin. Merci beaucoup. Alors, quelques produits locaux. Un petit souvenir aussi, les Neuchâtelois aiment bien dire qu'il y a la Trust Valley et puis il y a des endroits où plutôt on vérifie. D'accord. Et un petit souvenir aussi
Je te laisse découvrir ce que c'est à l'apéritif. Voilà, et une affiche magnifique. numérotée numérotée. de la conférence. Pas fait un NFT. Voilà, tout est possible à partir du moment où elle est numérotée. Voilà. Donc, merci à toutes et tous. Merci à Gilles. Je crois qu'on peut vraiment le... Voilà, histoire encore de c'est quoi construire la confiance et pas la défiance. Donc, nous vous invitons à prendre le verre de l'amitié, comme c'était indiqué, donc offert par le Master en Innovation, le Cercle du Coin. Et en fait, encore merci au canton qui nous offre aussi le vin pour cet apéritif. Donc, encore merci pour le soutien de tout le monde et cette jolie collaboration. Voilà.